Bienvenue dans ce Gossip Sponsor, le format où on analyse les collaborations commerciales de tes influenceurs préférés et tout ce qui se passe dans l'actualité beauté en ce moment. Et aujourd'hui, on a beaucoup de pain sur la planche. Moi, c'est la petite Gabi et ça fait une dizaine d'années que je t'analyse plein de produits, les compositions par rapport au marketing. Étant donné que c'est un business model qui n'est pas très rentable, je t'invite très vivement à liker, commenter, mais surtout booster la vidéo, ce qui fait que je suis plus visible dans les algorithmes et ça permet aux personnes qui croisent mon chemin d'apprendre à mieux consommer. Je t'en parlais dans le précédent Gossip Sponsor que Dove avait fait une collaboration avec Bridgerton. Mais c'est pas tout. En réalité, Bridgerton a envahi l'espace de la communication actuellement et ça par différents placement. Pandora qui nous sort une collection exclusive avec Bridgerton. Coty carrément qui nous sort 3 parfums avec la déclinaison Bridgerton qui capitalise en fait dessus. Alors les flacons sont hyper jolis, oui, même moi ça me donne envie d'acheter, même moi ça me hype, même moi j'ai envie d'aller les sentir. On a également The Official Podcast qui fait une collaboration avec Bridgerton, mais pas que, il y a également des masques pour le visage, ça ne s'arrête pas, de la glace également, et également un autre parfum, puisqu'on en avait pas suffisamment. 2-3, il a fallu qu'on nous en rajoute un autre. Bien évidemment, la collaboration avec Dove dont on avait parlé dans la vidéo précédente, mais également une collaboration vraiment axée maquillage avec Nykaa, on va le prononcer comme ça, Cosmetics, qui justement commercialise des rouges à lèvres autant, on va dire, de Bridgerton. On a également les concerts Candlelight, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, avec Hans Zimmer notamment. Et bien là, on a le Candlelight Experience justement avec Bridgerton. Des baumes à lèvres Nivea, mais la folie, on s'en sort plus, bref. Mais pas que. J'ai été ultra surprise de voir une nouvelle tendance émerger du marché, donc une soirée de lancement spécial Bridgerton où énormément de créateurs de contenu, que ce soit français, anglophones, allemands, ont été invités à cette soirée de lancement pour Bridgerton. Et ce qui m'a d'autant plus étonnée, c'est que forcément, qui dit Bridgerton dit un look assez particulier, enfin du moins, voilà, il y avait entre guillemets un espèce de thème sous-jacent. Et en fait, j'ai été assez surprise de ce qui s'est passé sur les réseaux, c'est-à-dire que tout le monde en a été de son avis personnel. Ils ont tous été faire des TikTok, de la création de contenu, de l'UGC vraiment, pour dire si X ou Y personne était dans le thème ou pas. Ça a animé les réseaux pendant une semaine et je me suis demandé si ces personnes qui avaient fait du contenu pour dire que est-ce que Enjoy Phoenix était dans le thème, est-ce que Machine était dans le thème, est-ce qu'elle était pas dans le thème, je me suis demandé si sincèrement ces personnes avaient conscience en fait que malgré eux ils promouvaient une collaboration commerciale pour le lancement de la série Bridgerton. Voilà, je me suis sincèrement demandé si ces personnes en avaient pleinement conscience, qu'elles agissaient justement dans l'agenda collaboratif. Et donc je pense que le community manager de Netflix devait être absolument ravi de cet engouement justement pour cet événement, mais surtout de la Met Galaisation de cet événement, parce que vraiment un peu plus, et on avait tous les créateurs du mode qui allaient reprendre les looks du coup des créatrices de contenu pour dire si oui ou non elle était dans le thème, comme on le voit d'ailleurs notamment lors du Met Gala. Bref, j'ai trouvé ce glissement de collaboration hyper intéressant à analyser et hyper intéressant à voir émerger, parce que sincèrement moi j'ai vu l'événement, je me suis dit ah ouais cool, et je suis passée vraiment à autre chose. Mais le fait que autant de personnes se soient mis à créer du contenu autour de ça, ça a rendu l'événement absolument immanquable. Et même si c'était une invitation et même si c'était même pas forcément rémunéré, on se rend bien compte que en fait l'occupation comme ça du temps médiatique, c'est hyper important, et ça a mis tout le monde au courant que Netflix sortait une nouvelle saison de Bridgerton. J'ai déjà regardé quelques épisodes, mais pour ma part c'est pas une série voilà qui m'intéresse follement. J'aurais préféré qu'ils fassent une suite à Chaos que à Bridgerton, voilà. Mais clairement on voit que Netflix a un vrai agenda avec Bridgerton, veut vraiment créer une hype plus. Alors je sais pas si ce sont les marques qui se sont emparées du phénomène Bridgerton ou si c'est Netflix qui a proposé des collaborations commerciales dans le but de créer un phénomène Bridgerton. Je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas, dites-moi en commentaire, mais en tout cas c'était
extrêmement intéressant à analyser. Et j'avoue, il y a un truc aussi qui me trigger un peu avec Bridgerton. J'ai l'impression que plus ça va, plus les créateurs de contenu en fait deviennent des personnes voilà, qui ont énormément de privilèges. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a les consommateurs qui ne sont que des gueux. On en revient d'ailleurs à ma dernière vidéo où je parlais justement de Morgan Magic Cosmetics et Charlie Salvatore. C'était assez visible en fait dans cette vidéo. Et vraiment, cette ambiance justement de la royauté, vs les gueux, les nobles, enfin voilà, plus ça va, plus ça commence gentiment à me trigger. Next news, alors j'ai jamais vu ça, je crois que c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Huda Beauty qui partage, je pense, à mon sens, hein, ça ne reste que mon avis, qui partage en fait une vidéo de propagande d'une manifestation de l'Iran. Je pense sincèrement qu'elle n'a pas fait exprès, qu'elle ne savait même pas que c'était de la propagande. Et je n'ai jamais vu autant de backlash d'un seul coup. Et c'est hyper intriguant que tout le monde d'un seul coup se retourne contre Huda Beauty, tant elle était appréciée pour ses positions politiques, que ce soit en faveur de la Palestine, en faveur contre l'ICE. Cependant, elle aurait également eu des positions plus ou moins antisémites, puisque, alors ça, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais apparemment, elle aurait partagé des idées comme quoi la Première Guerre mondiale, les Juifs en seraient à l'origine. Enfin bon, bref, passons. Donc, on a vu des contenus vraiment où les personnes détruisaient absolument tout le maquillage Huda Beauty qu'elles ont, et on avait vraiment l'impression que c'était des contenus uniquement pour faire des vues. De nombreuses femmes se filment en train de détruire leur maquillage Huda Beauty. Car sa fondatrice, l'américaine Huda, a partagé hier en story sur Instagram une vidéo d'une manifestation organisée par le régime iranien, alors qu'elle n'a jamais eu un mot pour les milliers de manifestants tués. Une vidéo rapidement supprimée, puis l'entrepreneuse aux 5 millions d'abonnés a tenté de se justifier. Je ne suis pas pro-régime, mais je ne connais pas assez de choses sur eux. J'ai entendu des avis contrastés sur le pouvoir iranien. Une controverse de plus pour Huda, qui l'été dernier affirmait sur ses réseaux qu'Israël avait une responsabilité dans les 2 guerres mondiales, ainsi que dans les attaques du 11 septembre. J'étais l'impression que c'était à qui mieux détruit de façon la plus spectaculaire son maquillage Huda Beauty. Et ça, je vous avoue que ça m'a un peu interrogée, forcément du fait que tu as déjà donné ton argent, tu as déjà dépensé de l'argent pour ces cosmétiques, l'argent a déjà été encaissé, et pourquoi détruire un produit, si ce n'est pour montrer effectivement le fait que tu n'es pas d'accord avec les positions qu'elle a prises, je pense sincèrement plus par méconnaissance qu'autre chose. Honnêtement, je trouve ça assez surprenant de voir autant de personnes, surtout avec autant de maquillage Huda Beauty, c'est-à-dire que là, on a une dame qui a carrément une table entière de maquillage qui le détruit complètement. Ça pose une question sur l'aspect politique qu'ont les marques désormais. Je vois pas de personnes aussi vocales au sujet d'autres marques bien plus connues, bien plus ancrées, qui font des choses qui font plein de choses aussi qui sont pas top non plus. C'est vrai que plus ça va, plus je me pose la question de est-ce que c'est pas aussi pour les personnes qui font ça de se donner le bon rôle de ceux qui ont le plus de bienséance, de bien-pensance. Je sais pas, je suis extrêmement mitigée entre guillemets sur cette traîne des réseaux sociaux de détruire son maquillage Huda Beauty. Voilà, ça me laisse un peu perplexe. Pour l'instant, la marque n'a pas réagi, elle a seulement posté quelques reposts de stories sur son compte Instagram, mais n'a pris absolument aucune disposition, elle n'a absolument pas communiqué à ce sujet, elle n'a absolument pas essayé d'inverser la tendance. Peut-être que Huda est en train de travailler à cela, mais pour l'instant, il y a vraiment, on n'a vraiment aucune communication. Les internautes se sont rendus compte que la sœur de Huda, donc Mona, c'est des abonnés de sa propre sœur. Vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la famille Katan et qu'il y a vraiment des disparités internes ou des conflits internes dont on n'a pas connaissance. Je ne connais pas les liens entre Huda et Mona, je ne les connais pas assez, je ne les suis pas assez personnellement pour savoir si ce sont des sœurs qui sont vraiment proches et que Huda fait tout simplement avec Mona du damage control et que Mona souhaite vraiment séparer l'image de Kayali de Huda Beauty. C'est peut-être
aussi une explication, hein, plutôt que des différends internes qui les opposeraient. Mais bon, voilà, sincèrement, je me demande comment la marque va réagir, je me demande comment tout ça va évoluer et je suis très curieuse de voir la suite parce que vraiment que ça ait fait autant de millions de vues et qu'on ait eu même l'impression de voir certains consommateurs heureux de tout ça, moi ça me laisse très perplexe sur cette situation. Comment passer de ça à ça sans devoir les couper? Souvent quand les pointes elles sont rigides comme ça, c'est qu'elles sont vraiment abîmées et quand on zoome dessus, il y a des fourches partout. Donc je vais venir faire ma routine habituelle et ensuite te montrer comment les réparer de façon ciblée. J'utilise toujours la gamme Acidic Bonding Concentrate qui va me donner un beau brillant. Une fois lavé, je viens mettre le leave-in sur les longueurs et ensuite on va pouvoir passer aux pointes. À ce moment, je viens prendre le nouveau baume réparateur Acidic Bonding Concentrate de Redken. Il est extrêmement fondant et crémeux, donc tu viens le mettre vraiment juste sur les pointes. Ça va refermer les fourches et protéger de la chaleur et même si à ce moment-là on voit que les pointes sont bien assouplies, tu peux quand même en remettre sur cheveux secs pour repréciser l'action. Et plus qu'à venir zoomer comme au début pour voir le résultat et je trouve que ça a vraiment bien marché. Donc maintenant, même plus besoin de les couper et comme c'est un produit petit et pratique, tu peux le mettre dans ton sac pour des retouches dans la journée. Alors on a Poppy qui nous fait un partenariat avec Redken pour la gamme Acidic Bonding et l'argument principal de son contenu c'est que le produit réparerait les fourches. Alors ça moi je suis un petit peu mitigée sur cet argument là. Pourquoi? Parce que nous montrer des fourches qui sont abîmées et ensuite après ne pas nous remontrer voilà, on ne sait pas exactement quelle partie du cheveu a été pris. On ne sait pas si par exemple elle a pris des fourches ici et qu'après elle a pris voilà, une mèche de cheveux qui est là qui n'aurait pas de fourche. Ça pour moi je suis un petit peu mitigée mais cependant analysons la composition des produits de la marque Redken. Donc on est sur des produits de la marque Redken, à savoir la gamme Acidic Bonding Concentrate, donc à l'acide citrique dosé à 14%. Et c'est une gamme qui se compose en un pré-traitement, un shampoing, un après-shampoing et je crois un gloss ou une crème en tout cas à mettre sur les pointes. Et alors, j'aimerais juste faire le parallèle un instant entre une gamme sortie il y a 3-4 ans, je ne sais plus exactement, dont le packaging se ressemble étrangement. Et je parle bien entendu de cette gamme de chez L'Oréal Elseve, la Pro Bond Repair, dosée à 12% de complexe Bond Repair à l'acide citrique. Et non, je n'invente rien. Comme tu peux le constater, les packagings sont étonnamment ressemblants, mais le protocole tout également. C'est-à-dire qu'on a un pré-shampoing, un shampoing, un démêlant, ainsi qu'un sérum pour les pointes. Tous ces deux produits sont à l'acide citrique, un 12% à 14%. Et on peut se dire, mais qui copie qui? Eh bien, personne ne copie personne, puisque ces deux marques appartiennent bien entendu à L'Oréal, et c'est ce qu'on appelle tout simplement une redescente sur le marché. On développe une technologie pour des produits un petit peu plus haut de gamme, comme chez Kerastase, Redken. Cependant, quand on va voir les ingrédients du produit Redken, on se rend compte qu'on est donc sur de l'eau, un cétéaryl alcool, de la glycérine, un béanthrimonium chloride, donc qui est un ammonium quaternaire extrêmement intéressant pour démêler les cheveux bouclés, mais également pour protéger les cheveux des pertes en protéines avant le shampoing. Donc effectivement, c'est comme si tu mettais un après-shampoing en fait sur tes cheveux avant lavage pour protéger, voilà, pour les personnes qui n'aiment pas les bains d'huile quoi. Un stéaryl alcool, de l'acide citrique, donc ici dosé vraisemblablement, cela m'étonnerait. Pour moi c'est pas dosé à 14%, c'est pas possible, mais le complexe serait dosé à 14%, donc peut-être que le complexe comprend tout simplement du béanthrimonium chloride, du stéaryl alcool et de l'acide citrique et de la glycérine et peut-être l'alcool gras, c'est peut-être ça tout le complexe en fait dont on parle. 86% restant ne serait que de l'eau, peut-être. Un céthylester, du sodium citrate, de l'isopropyl alcool, du parfum, du phénoxyéthanol, un perturbateur endocrinien suspecté qui n'est pas autorisé, enfin en tout cas plus autorisé dans les produits pour bébés non rincés, un polyquaternium, un polysorbate 20, de l'hydroxypropyl goire, du limonène et du linalol. Allons voir ce qui se passe chez L'Oréal, chez Elseve en tout cas. De l'eau, un cétéaryl alcool, de la glycérine, un béanthrimonium chloride, un stéaryl alcool, de l'acide citrique, un céthylester, un sodium citrate, de l'hydroxypropylguar, un phénoxyéthanol, un polyquaternium 10, polysorbate 20, limonène, linanol. Est-ce que ce serait pas à peu de choses près la même chose? Néanmoins, le shampoing de chez Redken, je le trouve beaucoup plus qualitatif. On est sur de l'eau, un sodium C14-16 oléfine sulfonate et de la cocamide MEA puis de la glycérine, alors que le shampoing de chez Redken, on est sur de l'eau et un décylglucoside qui est un tensioactif autorisé dans les cosmétiques
bio et qui est beaucoup plus respectueux des cheveux. Cependant, à l'intérieur, nous retrouvons tout de même, malgré tout, des PEG, des silicones, des PPG, mais le shampoing concentré, voilà, contient des silicones. Passons au masque réparateur 5 minutes Acidic Bonding. Donc on est sur de l'eau, un alcool gras qui est le cétéaryl alcool, le béanthrimonium chloride, le diméthicone, l'amodiméthicone, l'isopropylalcool, le sodium citrate, glycérine, acide citrique, C15-19 alcane, phénoxyéthanol, trisodium, EDTA. Composition ma foi très basique pour du L'Oréal, je n'en attendais pas moins. Pour le démêlant L'Oréal Paris, Elseve, on est sur de l'eau, un cétéaryl alcool, de la glycérine, du béanthrimonium chloride, du diméthicone, du bis-cétéaryl amodiméthicone, des cétylesters, du sodium citrate, de l'acide citrique, isopropylalcool. La fin est un tout petit peu différente, quoique. Et c'est assez marrant de se rendre compte à quel point les redescentes sont extrêmement similaires. On se rend compte que vraiment là on est quasiment sur les mêmes compositions de produits, hormis pour le shampoing qui je trouve est un petit peu mieux développé. C'est quand même hyper intéressant de se rendre compte que oui, Redken et la gamme Elseve Pro Bond Repair, on est sur le même type de produit. Est-ce que c'est des produits naturels? Pas du tout. Est-ce que c'est des produits que je te conseille? Je t'invite vivement à me rejoindre dans la section shorts de ma chaîne YouTube ou directement sur Instagram, où je te parle actuellement de la AB Young méthode, où justement je teste la gamme Pro Bond Repair de chez Elseve pour te dire ce que j'en pense, pour te dire si vraiment ça améliore la qualité de mes cheveux ou pas du tout. Bon, on le sait, le marché des Bond Repair, c'est un marché qui cartonne, c'est un marché où tout le monde veut se lancer, et au vu de toutes toutes les créations produits qu'il y a en ce moment, on se rend compte que voilà, le marché des Bond Repair est en pleine expansion et c'est vraiment le créneau où il faut que les marques soient. Et c'est assez intéressant parce que là pour le coup c'est une sponsor à laquelle j'ai été exposée malgré moi, c'est-à-dire que je ne paye pas l'abonnement plein pot de chez Netflix ni de chez Prime. J'ai souvent des publicités lorsque je regarde Charmed avec mes fils. Une pub qui revient systématiquement et qui me tape sur le système, c'est la marque Dercos qui elle aussi propose sa gamme de Ultra Repairing Shampoo au collagène filler. Et alors là, on a vraiment fusionné le marché des Bond Repair avec le marché de la chirurgie esthétique, puisque maintenant on fait des fillers au collagène à nos cheveux, n'est-ce pas? Et donc c'est une pub que j'ai souvent vue, donc qui est une routine en 3 étapes, qui ressemble, n'est-ce pas, étrangement à la précédente routine, puisqu'on est cette routine de chez Dercos, donc Dercos qui est un sous-groupe des laboratoires Vichy, donc les laboratoires Vichy qui eux sont directement affiliés à L'Oréal depuis un bon nombre d'années. Et donc Dercos, c'est vraiment la branche de chez Vichy qui fait uniquement du cheveu. Et en gros, ce sont des soins capillaires approuvés, selon leur site internet, par les dermatologue. La routine est composée donc d'un pré-shampoing, d'un shampoing et d'un après-shampoing. Ce qui est intéressant, on est sur une gamme rouge, moi c'est ça que j'ai retenu, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui marque beaucoup le consommateur, cette gamme ultra rouge. Collagène filler 17, au pro-collagène peptide et à l'acide citrique. On n'en peut plus là de l'acide citrique, normalement c'est censé pour récurer les éviers et les toilettes, c'est pas censé aller sur les cheveux, mais bon, passons. Et carrément, dans le site internet, on nous dit que ça répare 5 ans de dommages en une seule utilisation, des cheveux qui seraient 10 fois plus forts, une masse capillaire visiblement amplifiée avec plus 53% de volume, avec plein de tests, plein de petites astérix, avec des dommages en surface, des tests instrumentaux sur la routine et des tests instrumentaux. Voilà. Et lorsqu'on regarde la composition, donc le pré-shampoing, on est sur de l'eau, de la glycérine, du propylène glycol, de l'acide citrique, un PEG et du parfum. Donc vous payez quand même une certaine somme pour vous mélanger un complexe avec de l'eau, de la glycérine et de l'acide citrique. Puisqu'après, ce qui vient après le parfum est en quantité assez négligeable, puisque effectivement nous allons retrouver donc du sodium hydroxyde, donc de la soude qui est un ajusteur de pH, mais il ne faut pas qu'il y en ait énormément dans le produit, auquel cas vous auriez les cheveux absolument bousillés. Beaucoup d'extraits d'huile essentielle. Alors on a effectivement des protéines hydrolysées, ça c'est toujours intéressant à voir. On a effectivement du palmitoïl tétrapeptide 7 et tétrapeptide 1, mais on a quand même un phénoxyéthanol. La composition du shampoing, quant à lui, c'est de l'eau, un sodium C14-16 olphéine sulfonate, de la glycérine et du sel. Sachez qu'à partir du moment où on voit le sel dans le parfum, les compositions sont les ingrédients sont en infime proportion. Effectivement, on va retrouver tout de même le tétrapeptide 7, le tétrapeptide 1, mais pour ma part, c'est pas suffisamment intéressant. Un shampoing, voilà, on le laisse aller
tout au plus maximum 5 minutes sur notre cuir chevelu. Je sais pas si c'est extrêmement intéressant d'avoir ça dans son shampoing. Là où je souhaite quand même attirer l'attention, c'est que ça ressemble étrangement également à la composition du Pro Bond Repair de chez Elseve. Et quant à l'après-shampoing, on est sur de l'eau, de la glycérine, un cétéaryl alcool, donc un alcool gras, le distarch phosphate, un quaternium 87, un diméthicone, du parfum. Et on va retrouver des PEG, de l'amodiméthicone, un béantrimonium chloride. On va néanmoins retrouver le palmitoïde tétrapéptide 7, le tétrapépide 1. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais bon, toujours ce petit phénoxyéthanol. On se rend vraiment compte que voilà, les gammes Pro Bond, les Bond Repair, voilà, ce marché des réparateurs de ponts de disulfure est en pleine expansion et quasiment, d'ailleurs, je pense absolument incontrôlable parce qu'aujourd'hui, marketingement, en tout cas légalement, il n'y a rien qui empêche le marketing d'apposer voilà, ce genre de mention sur un packaging. Et sincèrement, je pense que cette gamme, elle est là uniquement pour créer un petit peu de volume pour des cheveux qui sont très fins, mais surtout qui ont une perte de protéines, notamment au niveau des pointes. Et justement, faire un avant-shampoing, c'est tout aussi intéressant pour limiter ce genre de perte de protéines. Après, vous pouvez très bien le faire avec votre après-shampoing actuel, c'est tout à fait faisable, ou alors un masque qui serait trop riche pour vous, justement, pour protéger les pointes et éviter de les abîmer et d'avoir un maximum de rétention des longueurs. C'est globalement les méthodes sur lesquelles bon nombre de Bond Repair fonctionnent. Il y en a quand même quelques-uns qui ont des preuves scientifiques un petit peu plus abouties, et là je vais citer du coup K18, je te renvoie vers mes 2 vidéos. On a Laocare également qui répare beaucoup plus au niveau de la cuticule, qui va vraiment permettre d'avoir une cuticule beaucoup plus lisse et surtout d'épaissir le cheveu. On a Olaplex qui lui se base vraiment pour une approche à la fois structurelle, même si moi j'ai pas vu d'amélioration absolument grandiose, mais surtout ultra siliconée pour donner voilà, ce côté glissant, ce côté smooth, démêlant, ultra facile à manager. Donc voilà, Sponso qui, une fois l'analyse passée, on se rend compte que bon, il y a déjà beaucoup de produits qui sont similaires sur le marché. Il n'y a pas vraiment d'innovation. Quitte à acheter un Bond Builder, autant acheter K18 parce qu'au moins il n'y a pas de silicone dedans. Alors oui, c'est cher, mais effectivement, si t'as pas autant de cheveux que moi, si ça se trouve, ça peut être beaucoup plus rentable pour des cheveux qui sont abîmés. Ou encore Laocare si tu es vraiment plus dans le side naturel. Mais si tu es vraiment pro naturel, je te conseillerais toujours le henné neutre et les poudres ayurvédiques. Pour moi, il n'y a pas mieux pour apporter du volume, protéger la cuticule sur le long terme, parce que si tu protèges la cuticule, tu n'as pas à acheter des Bond Repair pour réparer les liaisons à l'intérieur, et donc le henné restera à jamais le soin le plus économique pour tes cheveux pour protéger tout ça. Donc on l'a vu, L'Oréal est un petit peu partout dans cette vidéo, et on n'a pas fini puisque L'Oréal a décidé d'envoyer la moitié de la planète à Val d'Isère en vacances. En tout cas, tous les créateurs de contenu avec qui ils travaillent à l'année. Entre autres pour parler du mascara télescopique, des gammes shampoing. Enfin bref, ils ont ratissé hyper large. Les personnes sur LinkedIn sont extrêmement hypées par rapport à ce voyage presse. Et c'est vrai que c'est très joli puisqu'on a une table entièrement faite de glace avec des miroirs. Vraiment, ça donne envie. Et donc L'Oréal n'a pas seulement envoyé des influenceuses anglophones, ils ont aussi envoyé un paquet d'influenceurs français en vacances. Et entre autres, c'est quelque chose qui s'est beaucoup vu, et pas que avec L'Oréal. On a également Neutrogena qui a proposé des voyages presse à certains créateurs de contenu, mais pas seulement. Une marque dont je viens de te parler il y a quelques instants, c'est la marque Laocare qui a organisé un voyage presse avec des créatrices de contenu qui apprécient vraiment cette marque. Et c'est hyper intéressant comme façon de faire, parce qu'on se rend compte que les marques maintenant agissent beaucoup plus en fait dans l'expérience, dans la sensorialité, dans les souvenirs que ça va créer aux consommateurs, que finalement dans les produits, je sais pas comment dire, enfin il y a vraiment ce truc ultra palpable de souvenirs, de vacances. Voilà, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, plutôt que de partager autour d'un lancement produit ou d'un produit qu'on apprécie. Non, on veut créer des souvenirs aux créateuristes de contenu, mais aussi à leur audience. Et le fait du coup d'envoyer les créateurs de contenu avec lesquels ils travaillent justement dans un voyage presse à la neige, j'ai l'impression que c'est une tendance qui a été suivie par énormément de marques. Et du coup, je me demande sincèrement si c'est
Enfin, je sais pas où ça leur est venu, du coup, cette idée d'envoyer tout le monde à la neige comme ça. On sent vraiment la velléité, du coup, de ces marques à créer une love brand, à créer de l'appréciation autour de leur environnement, de laisser voilà des beaux souvenirs pour remonter l'estime de soi du consommateur qui peut uniquement percevoir cette marque que par des produits qu'il croise entre autres dans son supermarché et qui ne saisit pas, on va dire, la valeur ajoutée de L'Oréal, qui ne saisit pas, on va dire, cette image de marque dans un packaging que tu peux retrouver dans ton Intermarché du coin, quoi, finalement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus. Les créatrices de contenu, de plus en plus invitées pour avoir cet aspect souvenir et créer de l'affect vraiment pour une marque. N'hésite pas à me dire si tu préfères ce décor ou le décor de la précédente vidéo pour les gossips sponsors. Dis-moi ce que tu penses de toutes les collaborations et n'hésite pas à booster la vidéo. C'était la petite Gabi et nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.